Bonjour à tous. Je vais vous parler d'un mode de chauffage particulièrement populaire en France et pourtant extrêmement inefficace. Ce mode de chauffage, on ne le devine pas forcément, mais c'est le chauffage électrique, c'est-à-dire la conversion directe d'énergie électrique en chaleur. Alors pour quelles raisons peut-on considérer le chauffage électrique comme étant une aberration à la fois écologique et économique? Pourquoi le chauffage électrique est-il aussi présent en France et aussi peu présent dans le reste de l'Europe? Et pourquoi il y a encore une dizaine d'années, 60% des nouveaux logements français étaient-ils vendus équipés d'un chauffage électrique, alors qu'en Suisse, ce mode de chauffage est interdit depuis leurs années 1990? Eh bien, c'est ce que nous allons voir juste après l'histoire. La majorité du peuple français a choisi l'indépendance nucléaire parce que c'était un choix de courage. Nous ne voulions pas être dépendants indéfiniment du bon vouloir ou des caprices de ceux qui nous décomptaient le pétrole et qui en fixaient le prix à leur guise. Et en effet, les premiers chocs pétroliers de 1973 ont déclenché des crises de panique. Et c'est pour ça que sous le mandat de Valéry Giscard d'Estaing, EDF a entamé un énorme programme nucléaire qui a continué pendant les 2 mandats de François Mitterrand. Cela nous a permis de sécuriser notre électricité vis-à-vis des variations imprévisibles des prix du gaz, du charbon et du pétrole. Et dans le même temps, le nucléaire a permis à EDF d'accompagner, voire booster, la consommation électrique des particuliers. Et comment EDF a-t-il fait pour pousser à la consommation électrique? Eh bien, avec de la publicité. Pour le chauffage électrique, justement. Le chauffage électrique, entre nous, il a tellement d'avantages. Mais alors à l'époque, nous ne savions pas que l'usage du chauffage électrique était un choix abracadabrantesque? Eh bien si. Et certains politiques en parlaient déjà depuis une dizaine d'années. Et puis en même temps, le chauffage électrique, c'est ce qu'il y a de plus gaspilleur. Parce que le chauffage électrique, ça c'est un simple principe de physique. Quand on transforme de l'électricité en chaleur, on perd 70% d'énergie. Alors assurez-vous, quand on fait passer de l'électricité dans une résistance, on a bien 100% de l'énergie électrique qui est convertie en chaleur. Et cela quelle que soit la résistance que vous prenez. Mais alors où sont les 70% de perte d'énergie? L'électricité provient de la conversion d'énergie primaire en énergie électrique. Et le rendement de cette conversion va dépendre de la source d'énergie primaire que vous prenez. De quelle énergie primaire provient notre électricité? Alors en 2017, l'électricité française provenait un tout petit peu de l'énergie solaire photovoltaïque, un petit peu plus de l'énergie éolienne, nettement plus de l'énergie hydraulique, même s'il n'a pas beaucoup plu en 2017, et tout le reste, c'est environ 80% de l'électricité, provient de ce qu'on appelle une machine thermique. Le principe d'une machine thermique, c'est de chauffer un fluide, souvent c'est de l'eau, et d'exploiter le phénomène physique qui fait que ce fluide chauffé va vouloir occuper plus de place. Il va donc pouvoir pousser un piston ou faire tourner les pales d'une turbine. 80% de l'électricité provient de ce mécanisme. Prenons l'exemple de l'électricité d'origine nucléaire. La fission atomique nous apporte une grande quantité d'énergie sous forme de chaleur. Cette chaleur est utilisée pour chauffer de l'eau afin de générer de la vapeur d'eau sous pression. Cette vapeur d'eau sous pression alimente la turbine, puis elle est refroidie par une source de froid, c'est-à-dire une rivière ou un aéro-réfrigérant, avant de retourner à la case départ pour continuer en boucle fermée. Alors, première nouvelle, pour transformer de la chaleur en électricité, on a besoin certes d'une source de chaleur, on a aussi besoin d'une source de froid. On ne peut absolument rien extraire d'une source de chaleur seule d'après le second principe de la thermodynamique. Mais alors, qu'est-ce que ce second principe de la thermodynamique? Et avant ça, qu'est-ce que le premier principe de la thermodynamique? Le premier principe de la thermodynamique, vous le connaissez tous, c'est la conservation de l'énergie. Au cours d'une transformation, l'énergie n'est ni créée ni détruite, elle peut être transformée d'une forme en une autre, mais la quantité totale d'énergie reste constante. Le second principe est plus compliqué, c'est le fait que l'entropie ne peut qu'augmenter. Et l'entropie c'est quoi? C'est ce qu'on pourrait appeler le désordre. L'idée, c'est qu'on ne peut pas créer de l'ordre à partir de rien. Le désordre ne peut qu'augmenter. Par exemple, la transformation suivante respecte le premier principe, puisqu'il y a autant d'énergie à l'entrée qu'à la sortie. En revanche, elle ne respecte pas le second principe. À l'entrée, il y a du désordre, avec des atomes chauds, donc secoués par la température. Et à la sortie, il y a de l'ordre, avec des atomes froids, donc plutôt calmes, et un mouvement ordonné d'électrons qu'on appelle courant électrique. Donc cette transformation-là n'est pas possible. Dans ce second exemple, il y a de l'ordre en entrée, avec une source chaude et une source froide bien séparées. En sortie, une partie de la chaleur a été transformée en électricité, et le reste s'est mélangé avec les particules de la source froide.
Il y a autant d'énergie en entrée qu'en sortie. Le premier principe est donc bien vérifié. Il y a au moins autant de désordre en sortie qu'en entrée. Le second principe est donc lui aussi bien respecté. Cette transformation-là est donc possible, et c'est celle qui correspond au fonctionnement de notre machine thermique. En se basant sur ces deux principes fondamentaux de la thermodynamique, Sadi Carnot définit le rendement maximal théorique que l'on puisse atteindre dans le cadre d'une machine thermique. Si Tc est la température de la source chaude et Tf est la température de la source froide, le rendement idéal de Carnot, qui se définit comme étant le rapport entre l'énergie électrique en sortie et l'énergie consommée en entrée sous forme de chaleur, ce rendement il est égal à la différence de température, Tc moins Tf, divisé par la température de la source chaude, et ces températures sont exprimées en Kelvin. Prenons l'exemple d'une centrale nucléaire et faisons l'application numérique. Avec une température de source chaude égale à 320 degrés Celsius et une température de source froide égale à 20 degrés Celsius, on obtient un rendement de Carnot égal à 50%. Il ne faut pas oublier que le rendement de Carnot est un rendement maximal théorique. On ne peut pas l'atteindre. Et en pratique, dans le cadre d'une centrale nucléaire, on est plutôt entre 30 et 33% de rendement. Alors qu'on se le dise, le nucléaire est la source d'énergie non renouvelable qui offre le plus faible rendement pour la production d'électricité, tout simplement parce qu'on évite de monter trop haut en température, 320 degrés Celsius. Avec du fioul ou du charbon, on peut monter plus haut en température, et donc atteindre des rendements plus élevés. Dans le cas du gaz, on peut même utiliser un moteur à combustion interne, c'est-à-dire qu'on va effectuer la combustion à l'intérieur même du piston, comme c'est le cas dans le moteur d'une voiture. Ça va permettre d'atteindre des températures allant jusqu'à 1500 degrés Celsius. Et donc, on va avoir des rendements encore plus élevés. En France, la centrale de Toul, en Meurthe-et-Moselle, construite en 2012, fonctionne au gaz à un rendement de 58%. Mais c'est vraiment exceptionnel. Les centrales thermiques ont généralement un rendement allant de 30 à 40%. Et on arrive à dépasser les 50% dans le cas des centrales à gaz de toute dernière génération. Mais revenons à notre chauffage électrique. Notre électricité provient essentiellement de machines thermiques. Donc quand on se chauffe à l'électricité, pour 3 unités de chaleur, 2 vont chauffer directement la rivière, quand une seule va chauffer la maison. C'est ça l'aberration écologique et économique. Et ce n'est qu'un aspect du problème. Et oui, parce que quand on se chauffe à l'électricité, on a une consommation électrique qui est plus forte en hiver qu'en été. Donc tout le système de production électrique doit être surdimensionné. Même à l'échelle d'une journée, on a un pic de consommation à 19h, l'heure où tout le monde allume le chauffage en rentrant du boulot. Bon, il faut reconnaître au chauffage électrique un certain nombre d'avantages. Regardez les pubs EDF, ils le défendent un peu mieux que moi. Le chauffage électrique c'est robuste, sans entretien. Il n'y a pas de cheminée à ramoner et l'air chez vous reste pur. Et en plus de ça, c'est le système de chauffage dont l'installation coûte le moins cher. Sauf que le coût de l'électricité vient compenser le faible coût d'installation, positionnant le chauffage électrique au rang de source de chaleur la plus coûteuse. Et cela même en France, où le prix de l'électricité est relativement bas. Ben oui, sachant que le kilowattheure d'électricité nécessite 3 kWh de chaleur pour être produit, on pouvait s'attendre à ce qu'en arrivant chez vous, le kilowattheure d'électricité vous coûte plus cher que les autres sources de chaleur. Donc quand on est propriétaire de son logement et qu'on se chauffe à l'électricité, on a clairement intérêt à changer son système de chauffage. Sauf que 40% des ménages sont locataires de leur logement. Et les intérêts peuvent être divergents entre le locataire qui va chercher à minimiser sa facture de chauffage et le propriétaire qui cherche à rentabiliser son investissement. Mais du coup, que peut bien faire l'État pour éviter ça? Alors, toute nouvelle construction est soumise à une réglementation thermique. Et aujourd'hui, c'est la RT 2012 qui s'applique. Celle-ci précise notamment que les nouveaux logements doivent être de classe énergie A, ou dit autrement, ils doivent consommer moins de 50 kWh par mètre carré et par an d'énergie primaire. Mais, on l'a dit, l'électricité n'est pas une énergie primaire. Et c'est pour ça que la réglementation thermique précise un coefficient multiplicateur de 2,58 permettant de traduire en énergie primaire ce que l'on consomme en électricité. Sachez par ailleurs que la prochaine réglementation thermique est déjà connue. C'est la RT 2020, elle imposera notamment le bâtiment à énergie positive. Donc les nouveaux logements sont écolos. Ils sont à la fois bien isolés et le chauffage électrique y est indirectement interdit. Le problème c'est que plus de la moitié des logements datent d'avant 1974, l'année de la première réglementation thermique. Alors il existe des aides d'État pour la rénovation énergétique. L'histoire nous dira à quelle vitesse ces anciens logements seront-ils rénovés. Alors avant de conclure, il reste une objection évidente. Le bilan carbone du chauffage électrique en France reste meilleur que celui de n'importe quelle combustion
que ce soit du charbon, du pétrole, du bois ou même du gaz. C'est-à-dire que l'électricité, de par sa production d'origine principalement nucléaire, va émettre moins de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le nucléaire génère pour sa part des déchets radioactifs. Oublions ce débat. Avec 1 kWh d'énergie électrique, vous pouvez obtenir 1 kWh de chaleur en utilisant un chauffage électrique. Mais vous pouvez aussi utiliser ce kWh d'électricité pour extraire 3 kWh de chaleur dans l'air avec une aérothermie. Ou encore extraire 5 kWh dans la terre avec une géothermie. Alors ne gaspillons pas notre électricité, en la dissipant dans une résistance. Utilisons-la dans une pompe à chaleur. Si vous voulez faire changer les mentalités au sujet du chauffage électrique, je vous invite à liker, commenter et surtout faire tourner cette vidéo. La prochaine vidéo sera vraisemblablement sur les pompes à chaleur, alors si vous ne voulez pas la rater, abonnez-vous.